Bienvenue à tous dans ce nouveau White Talk qui est consacré à l'intelligence artificielle. C'est un événement qui est co-organisé donc avec Impact AI dans le cadre de la semaine autour de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes qui s'appelle Explore IA. Cet événement du coup sera enregistré, sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Patrick, du coup aujourd'hui fera la présentation. Donc, si tu veux commencer, je t'en prie Patrick. Bienvenue à tous. Ok, je fais partage d'écran. C'est bon pour Alors, je vais vous dire que cet événement aussi est organisé donc avec Exploria et la Wild Code School, qui est un réseau d'écoles avec 24 campus en Europe. On propose 3 types de formations et on a une communauté dont je suis en charge qui représente bientôt presque 3000 élèves. Je peux passer à la chose suivante. Et on propose des différentes formations, donc celle de développeur web, qui est notre plus historique, qui est une formation à temps plein de 5 mois. Une formation aussi qu'on a développée pendant le confinement, qui est également de développeur web en part-time, donc à distance, qui est au rythme de 2 soirs par semaine et un samedi, un week-end sur 2. Et une formation de data analyst, qui a d'ailleurs été créée initialement par Patrick, notre formateur aujourd'hui, qui est pareil, qui dure 5 mois, donc qui est à temps plein. Et sur certains campus, donc à Paris et à Marseille, pour le moment, on propose des formations aussi d'analyste cybersécurité. Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces formations, je vous invite à regarder pour plus d'informations sur notre site web wildcodeschool.com. Patrick, je te passe la main. Ok. Alors déjà, bienvenue à tous pour ce workshop sur l'intelligence artificielle. Donc, il avait pour titre « Démystifier l'intelligence artificielle » parce que ce sont des termes qui sont certes très utilisés, mais qui ont tendance des fois à être un peu nimbés de mystère, on va dire, de choses un petit peu bizarres. Et l'objectif, c'est que vous compreniez un peu plus ce que c'est aujourd'hui. Une idée claire, en tout cas, voilà. Ce que je veux, non pas que vous deveniez des experts à la fin de ce workshop, j'aimerais bien, mais il faudra un peu plus de temps. Mais au moins que vous en ayez une idée plutôt claire et que vous compreniez les concepts que cela recouvre. Et ensuite, évidemment, on fera un peu de pratique ensemble en fonction du temps qu'on va avoir pour vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et comprendre clairement ce que c'est. On va commencer d'abord par quelque chose qui est fondamental quand on parle d'IA. On va parler de data, tout d'abord. Parce que, en fait, ça part de là. Data is everywhere. Donc, en fait, il y a des données qui existent sous différentes formes. Ici, des données scientifiques, des données financières, culturelles, ça va être ce qui est contenu dans des livres sous forme de texte, sous différentes autres formes, géographiques, donc les localisations, longitude, latitude, ou d'autres formes, données de transport, données naturelles, données météorologiques, bref, il y a des données absolument partout. Et une autre slide qui illustre le fait qu'il y a des données partout. Voilà, différents types de données. Une image, voilà, Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. Du son, des données stockées dans des bases de données, des vidéos, ici, un chien qui joue du piano, le genre de vidéo qui obtient beaucoup de likes en général sur différentes chaînes, différents réseaux sociaux, et différents logs. Pardon, un petit problème au niveau... Alors, 2 petites secondes, je vais juste faire un petit truc. En fait, j'essaie de faire un truc, c'est de me connecter en même temps sur mon téléphone. Du coup, tu as coupé le micro avec lequel on t'entendait, Patrick. Ouais, effectivement, il y a un écho parce que tu as ouvert j'imagine, 2 fenêtres avec les 2 micros, donc on est arrivé dans un vortex de son. Est-ce que c'est mieux là? Là, on t'entend.
Ok, parfait. Je vais continuer du coup. Donc, il y a des données sous différentes formes et il y a des données partout qui inondent le web et Internet. Et en fait, c'est la clé pour comprendre l'intelligence artificielle et le machine learning dont on va parler juste après. Alors, si je vous pose juste une question comme ça, de culture générale, depuis quand l'intelligence artificielle existe? Depuis quand on peut parler d'IA ou de machine learning, de deep learning pour ceux qui s'intéressent un peu au domaine? Voilà, si on vous dit de donner une date, plus de 50 ans, depuis 1950, Depuis Turing? Turing, effectivement, il a conceptualisé le terme d'intelligence d'une manière un peu empirique. Du coup, c'est super intéressant, effectivement. Donc, la slide suivante, je vais vous montrer, effectivement, un peu grosso modo, donner cette timeline. Donc, en 1950, à peu près, l'intelligence artificielle, au sens où on l'entend, émerge en lien avec, pour l'instant, pas forcément une application physique, c'est-à-dire au travers d'un ordinateur, d'un système électronique, mais plutôt conceptuelle, mathématique. Juste pour la petite histoire, Turing, c'était un mathématicien qui, en fait, a essayé de conceptualiser à quel moment est-ce qu'on peut parler d'intelligence. Du coup, il a tout simplement édité un sort de test, une conversation entre trois personnes, enfin trois entités plutôt. Par exemple, vous êtes en train de parler à deux entités, vous ne savez pas laquelle des deux entités est une personne ou un robot. Et en fait, si vous n'arrivez pas à dire qui est le robot et qui est la personne, c'est que vous êtes en face d'une vraie intelligence artificielle. Il estimait que l'intelligence se définissait par le fait de ne pas être possible de le distinguer une intelligence humaine d'une intelligence, par exemple, robotique ou autre. Voilà un petit peu. Donc, différentes formes d'intelligence artificielle au niveau conceptuel, mathématique, ont été implémentées dès les années 50. Mais la somme de calcul nécessaire pour produire des résultats concrets était beaucoup trop importante au vu de la puissance des machines de l'époque. Ensuite, il y a eu une deuxième phase qu'on a appelée le machine learning. Donc, vous voyez, machine learning et deep learning sont encadrés dans l'intelligence artificielle. En fait, ce sont des formes d'intelligence artificielle. Donc, du coup, ce qu'on a fait, tout simplement, avec le machine learning, viennent les premières applications concrètes des concepts essentiellement mathématiques de l'IA de base. Concrètement, en fait, on a eu enfin des résultats. Mais comment ça marche concrètement, tout ça? Je vais vous expliquer ça juste après. Mais voilà, pour l'instant, on se concentre juste sur les dates. On a eu les premiers résultats avec du machine learning qui a marché. Typiquement, c'est dans ces années-là, les années 80-90, qu'on a entendu parler de champions du monde d'échecs qui ont perdu contre des machines. C'est dans ces années-là qu'il y a eu les premiers exploits. Et néanmoins, on s'est retrouvé un petit peu plafonné avec non seulement la puissance des machines, mais des problématiques que les machines n'arrivaient pas à résoudre ou n'arrivaient pas à résoudre dans un temps relativement raisonnable. En 2010, il y a eu un deuxième bond dans le domaine de l'IA, donc le deep learning maintenant. C'est une autre façon de faire de l'IA, on va revenir dessus. Mais cette fois-ci, cette façon de faire de l'IA a permis de résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre de manière simple et optimale avec du machine learning. Des problématiques notamment qui contenaient beaucoup de données qui étaient non structurées et dans lesquelles on ne sait pas forcément ce qu'on recherche. Je vais reclarifier les choses encore après pour donner plus de précision. Mais en un mot, du coup, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est le fait de donner les capacités à une machine, du coup une production électronique, de réaliser des tâches qui, à la base, n'étaient possibles que par un humain, doté du coup d'une intelligence, d'une conscience. Donc, c'est des capacités que normalement, qui étaient possédées que par des humains, des êtres intelligents,
donner ses capacités à une machine. Je donne un exemple très concret. Si on vous demande de programmer, si certains de vous savent coder, savent programmer, de programmer une lampe d'un frigo qui va s'allumer quand le frigo est ouvert et va s'éteindre quand il est fermé. Ce n'est pas super compliqué. Vous allez utiliser un capteur, par exemple un capteur de lumière ou de pression au niveau de la porte, et vous allez indiquer si la porte est ouverte. Dans ce cas, tu allumes la lumière. Si elle est fermée, tu l'éteins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut programmer, on peut écrire les instructions pour faire ça. Maintenant, imaginez cette problématique. Expliquez-moi comment vous faites pour lire. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour m'expliquer concrètement, de manière simple, comment vous faites pour lire. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Pardon, Patrick, je crois que j'ai pas compris la question. Excusez-moi. Ou alors, un autre exemple, comment vous faites concrètement, donc concrètement, pas juste les concepts, pour penser. Alors, ça on dit de gauche à droite, effectivement. Ça dépend dans quelle langue d'ailleurs tu lis, mais donc apprendre l'alphabet, c'est une étape, effectivement. Mais comment vous faites pour apprendre l'alphabet? On déchiffre en alphabet des sons, des suites de mots, ok. Comment on fait pour déchiffrer? Par mimétisme, par répétition. Voilà, on arrive à un moment donné au fait de penser et réfléchir. Comment on fait pour réfléchir dans ce cas? Donc, l'apprentissage, mais oui, mais concrètement, comment vous avez appris à réfléchir? Genre à penser, je veux dire plutôt. On utilise des neurones. Super, parfait. Maintenant, comment on fait pour utiliser ces neurones? On relie des idées, oui, mais concrètement, on fait une association de concepts. Intéressant. Et comment on s'y prend? Donc, à chaque fois que je pose cette question, j'ai mis au début, il y a quelques réponses. À un moment donné, en fait, on arrive à un plateau. Le plateau, c'est il faut que je pense. Et comment on fait pour penser? Comment on fait pour visualiser? Comment on fait pour générer des impulsions électriques entre nos neurones, notamment, au travers des synapses? Comment on fait pour générer la réaction chimique qui permet de conceptualiser ce que je vous dis? Quand je vous dis, par exemple, pensez à un éléphant rose qui a des ailes, alors comment vous faites pour y penser là? En fait, ça, on n'y a pas accès. On n'a pas accès aux mécanismes qui nous permettent d'exécuter des processus comme conceptuels, comme la pensée. Et pourtant, c'est ça qui est à la base de choses comme lire, écrire, ou réfléchir, ou voir. C'est une problématique qui est extrêmement importante parce que vu que l'intelligence artificielle, l'objectif c'est de donner à une machine la capacité d'imiter ce que l'humain fait, donc des processus comme lire qui, à la base, démarrent d'un processus qui est la pensée, du coup, si on ne sait pas décrire ça, comment allons-nous décrire la suite d'instructions qui mène à ça? Et ça, c'est un paradoxe. C'est le paradoxe de Polanyi. C'était un psychologue polonais, si je me souviens bien, qui a expliqué ça, que l'humain, en fait, est, en gros, fonctionne en automatique pour beaucoup de choses qu'il a l'impression de maîtriser. Beaucoup de choses qu'on fait, en fait, sont du domaine, on pourrait dire, de l'inconscient. On fait les choses, mais on n'est pas conscient totalement de pourquoi ou de comment est-ce qu'on fait certaines choses. Et si on ne sait pas comment est-ce qu'on fait, du coup, on ne peut pas le décrire dans le cadre d'instruction. Alors, certains m'ont dit, j'ai vu un message qui m'a demandé qui c'est. Alors, c'est Polanyi. Alors, ça s'écrit P-O-L-A-N-Y-I. Karl Polanyi. C'est un économiste autrichien, pardon, je me suis trompé, donc qui a émis ce concept. Donc, on a dit en gros que c'est un paradoxe. On n'arrive pas à expliquer des choses qu'on fait pourtant. Et du coup, si on n'arrive pas à l'expliquer, du coup, on ne peut pas le décrire. Et si on ne peut pas le décrire, du coup, on ne peut pas écrire la ligne de code, la ligne d'instruction informatique qui permettrait d'arriver à ça. Donc, comment faire du coup? Comment faire pour essayer de surpasser ce paradoxe, sachant que c'est l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de donner à l'humain, enfin à la machine, pardon, les capacités de l'humain.
au travers de techniques comme le machine learning. Pour faire ça, on va du coup utiliser des données. Voilà la stratégie. On va se servir d'algorithmes qui vont utiliser des données et qui vont apprendre sur la base de ces données. Alors voilà la définition. Donc, on va utiliser un algorithme qui va appliquer une fonction d'approximation sur les données exemples. Alors concrètement, déjà, première question, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est un concept fondamental en informatique, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, un algorithme, en général, hein, c'est une suite d'instructions claires qui permettent de réaliser une tâche. Ça, c'est le terme, voilà, recette de cuisine. Souvent, c'est l'exemple qui est donné. C'est une instruction qui réalise une tâche. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça en réalité. Un algorithme, c'est tout simplement un objectif clair, découpé en étapes, une étape explicite. Alors, je redis, un algorithme, c'est un objectif clair, découpé en étapes explicites. Autrement dit, si il pleut, je vais prendre un parapluie. L'objectif, c'est de ne pas se mouiller. Donc, du coup, l'algorithme, c'est la phrase « s'il pleut, je prends un parapluie ». Un autre algorithme, un autre objectif découpé en étapes. Si je veux aller au centre-ville, au niveau de la Tour Eiffel, donc je vais prendre d'abord la ligne numéro X, ensuite la ligne numéro Y, ensuite je vais marcher tant de mètres, et ensuite je vais tourner à gauche au niveau de l'avenue Z, etc., jusqu'à arriver devant la Tour Eiffel. Alors, évidemment, dans l'algorithme, en fait, il y a plusieurs éléments qui permettent de réaliser cet objectif. On va utiliser des concepts logiques comme les conditions, les variables, les boucles notamment, ou les fonctions. Donc, conditions, variables, boucles, fonctions, c'est la base pour faire un algorithme. Et en réalité, ce sont des briques logiques dont notre cerveau a besoin pour réaliser n'importe quelle tâche. Si vous ne pouvez pas faire de conditions, vous allez, en fait, on note votre cerveau d'une partie essentielle qui l'empêche ensuite de réaliser des tâches logiques. Si, par exemple, vous ne pouvez pas dire si je fais ceci, donc cela, en fait, vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous allez être linéaire dans votre façon de réagir. Du coup, typiquement, c'est des problématiques de certaines personnes qui ont des déficiences psychologiques. Donc, variable, c'est le concept qu'on est en train de manipuler. Condition, si il se passe ceci, donc je fais ça. Boucle, c'est tant que je n'ai pas atteint telle chose, je vais continuer une certaine tâche ou une sous-tâche de l'objectif de l'algorithme jusqu'à arriver à un résultat. Exactement, Abdel, un peu comme un graph set en automatisme, c'est-à-dire une suite d'instructions qui arrive via un objectif. Les algorithmes, il y en a évidemment de toutes sortes. On peut même faire un truc assez intéressant, on peut classer les algorithmes par type, par catégorie. Concrètement, si je vous donne 3 exemples d'algorithmes comme ça, et je vous demande de me dire de quelle catégorie est-ce qu'ils font partie. Alors, je donne des noms d'algorithmes. Préparer un plat de pâtes, ou une crêpe, ou une salade. Donc, préparer pâtes, crêpes ou salade. Si je demande de trouver une catégorie de ces algorithmes. Donc, pâtes, crêpes ou salade. Cuisine. Voilà, très bien. On peut même donner un autre nom. Mais en tout cas, plutôt une catégorie, c'est-à-dire un thème. C'est ce que je voulais dire par catégorie. C'est ça, recette, cuisine. Donc, je vais trouver un nom. Donc, voilà. Tous vos noms sont, les noms que vous avez proposés sont pertinents. Moi, je vais en choisir un. Je vais dire l'algorithme alimentaire. Donc, c'est une grande catégorie encore, alimentaire. Pourquoi? Parce que l'objectif final, c'est de me nourrir. Un autre type d'algorithme, me rendre à la Tour Eiffel ou à Marseille ou à l'étranger. Voilà. Comment me rendre dans ces endroits-là? L'algorithme, Abdel, du voyage. Très bon choix, du tourisme, effectivement. Déplacement. Très bon choix aussi, Clara, je valide. Abdel, du transport. Donc, tous vos choix sont très pertinents. Donc, tous ces algorithmes-là font partie du thème voyage, du thème tourisme, du thème déplacement. Donc, pareil, je peux le mettre dans une catégorie. Pareil, vos choix sont pertinents. Je vais en donner un thème. Je vais dire l'algorithme on va dire, du déplacement. Voilà. Un terme très, très générique.
je prends du déplacement. Je crois que c'est Clara qui l'a énoncé, mais les autres aussi sont pertinents. Donc, il y a différentes catégories d'algorithmes. En fonction de la catégorie de l'algorithme, il y aura des fonctionnements différents. Par exemple, l'algorithme alimentaire dont on a parlé, en fait, il sous-entend qu'il va avoir des ingrédients. Parce qu'on est dans le domaine alimentaire. S'il n'y a pas d'ingrédients, on ne peut rien faire. On ne va pas manger quelque chose qui ne contient pas d'ingrédients. L'algorithme du déplacement, il sous-entend quelque chose qui aura une notion de localisation. Il y aura des coordonnées satellites ou des coordonnées de localisation, longitude, latitude, notamment sur la Terre. Ça sous-entend qu'il va avoir ce genre de choses. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se déplacer si on ne sait pas où on est. Et pour savoir où on est, il faut les coordonnées de l'endroit où on se trouve. En fait, maintenant, revenons au machine learning et deep learning. Si vous avez compris ça, c'est qu'en fait, vous venez de comprendre, sans vous en rendre compte, le machine et le deep learning. En fait, le machine learning et le deep learning, c'est aussi une famille d'algorithmes, une catégorie d'algorithmes. Ce sont des algorithmes statistiques. Donc, c'est la famille d'algorithmes statistiques. Donc, derrière, quand on entend machine learning, deep learning, derrière ça, il y a des stats, il y a des probas, entre autres, et différents types de transformations mathématiques qui permettent d'arriver à ce résultat. Néanmoins, c'est pas parce que je dis que ce sont des algorithmes statistiques et probabilités que vous devez être un doctorant en mathématiques pour les comprendre ou pour les utiliser. De la même façon, certains de vous ont sûrement déjà fait des crêpes sans rien savoir de la chimie qu'il y a derrière. Certains d'entre vous ont sûrement réussi à aller à un rendez-vous dans une ville, par exemple, inconnue, sans être un expert en cartographie. Donc, il faut bien différencier le domaine des compétences nécessaires pour comprendre et utiliser certains éléments de ce domaine. Donc, le machine deep learning sont des algorithmes statistiques. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent concrètement? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le paradoxe de Paul-Henry, qui fait que on n'arrive pas à définir clairement la suite des étapes pour atteindre l'objectif, réalise une tâche qu'un humain est capable de faire. Donc, du coup, comment on va s'y prendre? En fait, c'est le schéma que vous voyez ici à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord trouver des données. Des données, on dit des données d'entraînement. Des données exemples. On va l'appeler, ça sera la variable qu'on appellera X. Donc, ce sont nos données, ce qu'on a à disposition. Des exemples de ce qu'on veut faire, de l'objectif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi trouver ce qu'on appelle un Y, c'est la cible. Par exemple, vous voyez ici, il y a différentes images. Ici, il y a l'image d'un homme. Pour les connaisseurs en IA, vous savez qui c'est. Et ensuite, ici, une femme. Notre objectif, c'est de dire, sur la base de ces images, cette photo est celle d'un homme, cette photo est celle d'une femme. Voilà l'objectif. Différencier les catégories hommes des catégories femmes sur la base d'une image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer à notre programme, notre algorithme de machine learning, de deep learning, un ensemble de photos qu'on aura labellisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire labelliser? En fait, ça signifie tout simplement qu'à côté de la photo, on va indiquer une indication, c'est-à-dire, par exemple, homme. Et une autre photo, on va indiquer femme. Ici, dans l'image que vous voyez à chaque fois les mêmes images, mais dans les faits, ça sera plein d'images différentes. Donc, plein d'images différentes d'hommes et plein d'images différentes de femmes. Et du coup, on aura du coup des centaines, des milliers, des millions de photos d'hommes, avec à côté écrit homme, et des centaines, des milliers, des millions de photos de femmes, et à côté écrit femme. Et on va passer ça à notre algorithme. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase d'entraînement. En fait, l'algorithme va essayer de créer une fonction mathématique, une fonction d'approximation statistique qui va essayer de différencier automatiquement la catégorie homme de la catégorie femme. En fait, concrètement, il va se rendre compte de quelque chose, par exemple. En regardant les images, il va voir que la zone au-dessus de la tête a tendance à être plus petite, autrement dit la zone des cheveux, à être plus petite chez les hommes que chez les femmes. Donc, il va se rendre compte que statistiquement, les hommes ont moins de cheveux que les femmes. Il va se rendre compte d'autres choses aussi. Peut-être qu'il va se rendre compte que la pilosité au niveau de la bouche. Il va se rendre compte que statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des poils à ce niveau-là que de femmes.
Et ces genres d'éléments vont être discriminants. Et il va continuer comme ça, il va se paramétrer automatiquement jusqu'à arriver à quelque chose qui est raisonnable, qui permet de discriminer de la bonne façon d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Et une fois qu'il s'est entraîné, c'est-à-dire qu'il a regardé les différentes photos qu'on lui a données, et ensuite il a procédé à il a appliqué des fonctions mathématiques statistiques dessus, il va arriver à cette image que vous voyez ici. Voilà son résultat. Donc, son résultat, par exemple ici, imaginez que ça correspond, la zone en bleu correspond à ce qu'il estime être une femme, et la zone en orange, enfin non, pardon, j'ai inversé, la zone en bleu, ouais, c'est ça. La zone en bleu correspond à ce qu'il estime être une femme, et ici aussi, et la zone en bleu, en jaune, pardon, jaune-orange, correspond à ce qu'il estime être un homme. Donc voilà, il a trouvé, du coup, il s'est entraîné dessus, et il a créé une délimitation, une démarcation, pour distinguer ici les femmes, et de l'autre côté, les hommes. Néanmoins, il peut arriver qu'il se trompe un petit peu. Parce que ça arrive qu'il y ait des hommes aux cheveux longs, par exemple. Et ça arrive qu'il y ait des femmes qui aient les cheveux courts. Du fait de ça, certains des paramètres qu'il aurait utilisés vont être incorrects et vont l'induire en erreur. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez vu, c'est un jaune qui se trouve dans la zone plutôt qui est bleue pourtant. Donc ça, c'est la réalité. Le jaune ici que vous voyez, c'est effectivement ce qui était labellisé, nous, par des humains, par un homme. Et pourtant, lui, il le met dans la zone femme. Et pareil, ici, il y a quelques exemples. Ici, il y a un bleu, et donc il y a un bleu, qui du coup est une femme, et pourtant, il est mis dans la zone homme. Parce qu'en fait, c'est une fonction d'approximation. On approxime la réalité, on essaie de s'en rapprocher. Mais la réalité est multifactorielle. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait, à prendre en compte pour vraiment cibler de manière précise l'objectif de l'algorithme. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est. Maintenant, le machine learning et le deep learning, quelle est la différence? J'ai vu que vous me posez la question. En fait, le machine learning, c'est une façon, enfin le deep learning, c'est une façon différente de faire du machine learning. On va voir juste après un exemple concret de machine learning. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le deep learning, lui, va utiliser une façon de faire qu'on appelle les réseaux de neurones. En fait, les réseaux de neurones, c'est des types de fonctions mathématiques, statistiques, qui vont permettre en fait de passer les datas, c'est-à-dire les informations X, ici ce sont des images, dans des couches de neurones qui en fait vont, au fur et à mesure des couches, ces couches vont extraire, d'ailleurs ici c'est un réseau de neurones, ces sous-couches vont extraire l'information la plus pertinente de la couche précédente. Alors je redis, donc un réseau de neurones, donc on part de données ici X, qui sont des images, ici en l'occurrence, et ensuite on va avoir plusieurs couches cachées. Ici, il y a deux hidden layers. Layer, ça veut dire deux couches cachées. Ici, il y a la première couche cachée, deuxième couche cachée, et ensuite on arrive directement à la sortie, le résultat. Et en fait, chaque couche cachée va extraire le maximum d'informations de la couche précédente, et ensuite va passer le résumé de l'information qui a été extraite dans la couche suivante. Et ensuite, on va faire ça, on va itérer de cette manière jusqu'à arriver à un résultat qui est correct en termes de score de prédiction. Je reviendrai dessus sur la notion de score de prédiction. Donc voilà, le deep learning fonctionne avec une architecture, une façon de faire qui se base sur les réseaux de neurones. Le machine learning ne fonctionne pas de la même façon, et on va voir juste après un exemple de comment est-ce que concrètement le machine learning fonctionne. Déjà, pour faire du machine ou deep learning, il faut se poser une première question. Quel est notre objectif? Alors, est-ce que notre objectif, c'est de faire de la classification, de la régression? Est-ce que notre objectif, c'est de faire du supervisé ou du non supervisé? Alors, qu'est-ce que c'est que ces termes? Alors, en fait, c'est assez simple. La classification, c'est que notre objectif, c'est-à-dire notre algorithme, notre objectif, du coup, est de trouver une catégorie. Donc, on cherche une catégorie. Quand on fait de la régression, c'est que notre objectif est de trouver un nombre, donc un résultat numérique.
alors que dans la classification, on cherche à trouver du coup une catégorie, ce qu'on appelle une variable discrète ou une variable qualitative. On les appelle comme ça aussi en statistique. Donc ici, catégorie, ici, nombre. Donc en fonction de ce qu'on cherche, on ne va pas utiliser le même type d'algorithme parce que les algorithmes sont relativement spécialisés. Deuxième question à se poser, est-ce qu'on fait du supervisé ou du non supervisé? Alors qu'est-ce que c'est que du supervisé? En fait, c'est l'exemple que je vous ai montré juste avant. Quand on fait du supervisé, c'est quand on labellise les données. Ça veut dire qu'on dit à notre programme, voici une photo et je t'indique que c'est un homme. Voici une autre photo et je t'indique que c'est une femme. On a labellisé les données, ce qu'on leur a déjà indiqué une catégorie à l'algorithme. Ce qu'on veut, c'est qu'ils s'entraînent dessus. Donc, on les a labellisés. Par contre, quand on fait du non supervisé, c'est que les données n'ont pas été labellisées. Autrement dit, on donne au programme plein de photos et on ne lui dit rien. Et c'est à lui tout seul de trouver des liens de similarité ou pas à l'intérieur. Donc là, c'est quand on fait du non supervisé. Donc en non supervisé, les données ne sont pas labellisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas indiqué à l'algorithme, en fonction des données qu'on lui a proposées, à quelle catégorie ils font partie, alors qu'en supervisé, on va lui offrir des données, mais en même temps, on va lui indiquer à quelle catégorie il fait partie. Une fois qu'on a ça en tête, on peut faire un choix d'algorithme. Et là, ici, tout ce que vous voyez, c'est du machine learning. On va faire un choix grâce notamment à un outil qui s'appelle scikit-learn. Alors, scikit-learn, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque en programmation. C'est une grosse boîte à outils, et en l'occurrence, qui est spécialisée dans l'AI, le machine learning et le deep learning. Plus dans le machine learning, mais il permet aussi de faire du deep learning. Donc, c'est une grosse boîte à outils qui contient déjà des algorithmes préfaits pour faire du machine learning. Et en fait, il y a toute une roadmap ici qui nous dit, déjà, première question à se poser, est-ce que tu as assez de données? Il dit, si tu en as moins de 50, en général, hein, c'est une valeur un peu arbitraire en réalité, mais si tu as moins de 50, va prendre plus de données. Je vous redis, c'est une valeur un peu arbitraire. Il y a certains modèles de machine learning qui marchent très bien avec très peu de data, et d'autres qui en demandent beaucoup. En général, typiquement, le deep learning demande beaucoup de données, alors que le machine learning ne nécessite pas forcément beaucoup de données. Maintenant, on va choisir ensuite. Vous voulez faire quoi? La régression ou la classification? On veut trouver un prix, une catégorie plutôt. Enfin, un nombre. En gros, oui. On veut trouver un nombre, donc on peut faire une régression. Concrètement, ça signifie quoi? En fait, ça signifie qu'on veut savoir quelle sera la météo, la température dans les jours qui viennent. Ça, c'est un nombre. Donc, du coup, on fait une régression. Ou alors, on veut savoir, par exemple, combien de personnes vont être infectées par le coronavirus. Voilà. Là, on fait de la régression. Maintenant, si on fait de la classification, donc il faut aller ici les algorithmes de régression que scikit-learn propose, quelques-uns, il y en a plus évidemment. Si on veut faire de la classification, on va aller du côté de ces algorithmes-là. Classification, qu'est-ce que ça signifie? Typiquement, est-ce que cette photo est celle d'un homme ou d'une femme? Est-ce que cette musique, c'est la musique classique ou de la musique ou du rap? Est-ce que la personne sur cette vidéo est en train de marcher ou de courir? Voilà. Là, c'est une catégorie, courir, marcher. Donc, du coup, on va utiliser ces différents algorithmes qui font partie des algorithmes de classification. Naive Bayes, etc., KNN, Linear, SVC, etc. Si on veut faire maintenant du clustering, clustering, en fait, c'est un nom pour faire de la classification non supervisée. Donc, quand vous entendez clustering, pensez à classification non supervisée. Donc, on cherche une catégorie, sauf que les données ne sont pas labellisées, donc on n'a pas indiqué les choses. Donc, du coup, dans ce cas, il faut venir ici. Le K-means, c'est un des algorithmes classiques de clustering. Si on veut faire autre chose, la dimensional reduction, c'est aussi intéressant, c'est pour réduire, c'est quand on a beaucoup trop de données, et en fait, on a différentes variables qui sont associées à ces données, mais en fait, toutes ne sont pas forcément pertinentes. Dans ce cas, on va faire de la réduction de dimension, on va demander au machine learning, trouve-nous en fait les données les plus pertinentes. Typiquement, je vous montrer un exemple. Ici, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un homme ou une femme, donc vous allez avoir un sort de tableau avec du coup
homme, femme. Et ensuite, au niveau des colonnes, donc vous voyez le tableau, au niveau des colonnes, vous allez avoir différentes variables associées à l'homme ou femme. La pilosité faciale, ce genre de choses. À un moment donné, vous allez avoir peut-être un autre élément qui va être la couleur des yeux. Donc la colonne, couleur des yeux, où ça sera indiqué quelle est la couleur des yeux. Mais est-ce que la couleur des yeux est vraiment une variable qui permet de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme? Pas vraiment. Donc c'est une variable ici qui n'est pas vraiment informative, n'est pas forcément utile. Et ça, le machine learning permet de le détecter, ça, avec des algorithmes qu'on appelle de réduction de dimension. Autrement dit, il va dire, écoute, j'ai analysé les données et je me rends compte que cette variable, couleur des yeux, n'a pas, voire ou très peu d'impact sur l'objectif que tu me demandes, l'objectif que je dois effectuer. Donc c'est une autre catégorie d'algorithmes assez performants et très puissants. Je vous montre un exemple très concret du coup, de comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est l'algorithme notamment du KNN, le Key Nearest Neighbor. C'est celui qu'on voyait ici, notamment dans la classification. K-nearest, KNN, c'est le plus proche voisin, on dit en français. Donc c'est un algorithme du plus proche voisin. Alors quel est son objectif? Son objectif, c'est qu'on a des données, ici Y et X, qu'on a mis dans un plan. Ici des étoiles, et ici des triangles. Notre objectif, c'est qu'on va avoir un nouveau point. Point d'interrogation. On veut savoir à quelle catégorie est-ce que ce nouvel élément appartient. Là, ça aurait pu être typiquement, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Admettons que les étoiles sont des hommes et les triangles des femmes. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On veut savoir ça. Quel algorithme on va utiliser? Admettons qu'on part du principe que je vais utiliser l'algorithme du KNN. Comment fonctionne l'algorithme du KNN? En fait, ça c'est simple. Il va calculer une distance. Une distance entre le point qu'on a et ses plus proches voisins. Donc, les K finding the neighbors, en fait, les plus proches voisins. Donc, il va tout simplement, ici, c'est la distance euclidienne, c'est prenez une équerre, vous tracez la perpendiculaire entre un point et un autre, ici, et vous mesurez en centimètres, en millimètres, ce que vous voulez. Il va juste tracer des distances. Et ensuite, on va lui donner un nombre, on va demander un nombre de voisins. Ici, on a décidé 3 voisins. Donc, c'est le fameux K. On a dit 3 voisins. Donc, les 3 voisins ont permis de tracer ce petit cercle. Et dans ce cercle des 3 voisins, on se rend compte qu'il y a 2 triangles, donc 2 femmes, ici, et une étoile, un homme. Dans ce cas, le point d'interrogation, le nouvel élément qu'on veut classifier, dont on veut prédire la catégorie, fera partie de la catégorie dominante parmi ces 3 plus proches voisins. Ici, du coup, ça sera un triangle, autrement dit, une femme. Donc voilà comment est-ce que concrètement fonctionne un algorithme de classification notamment. Donc c'est une fonction mathématique, une fonction d'approximation qui permet tout simplement de déduire une catégorie, un groupe, en fonction de la distance de ses voisins. Ici, on a choisi 3 voisins. Alors, très bonne question de Marion. Dans la vraie vie, il faut mieux utiliser plus que 3 voisins. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie. Il y a plusieurs étapes en réalité pour faire du machine learning. Il faut déjà regarder les données qui sont à notre disposition. Après avoir regardé les données qui sont à notre disposition, il faut aussi vérifier, on fait en général un test de score. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie tout simplement qu'on a déjà des données. On va essayer de voir à quel point notre programme arrive à prédire la bonne catégorie. Et sur la base de ça, on va pouvoir dire, OK, il est robuste, donc on peut l'utiliser sur d'autres catégories. Avec le K-nearest neighbor, il y a aussi des fonctions, ce qu'on appelle des métriques. En fait, c'est des outils de mesure qui permettent de mesurer la performance de l'algorithme. Donc, on va utiliser tout un ensemble de métriques pour vérifier que notre algorithme est pertinent et performant. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'étapes. On va les faire rapidement juste après, quand on effectue dans la réalité avant de faire du KNN. Mais néanmoins, grâce à ça, vous avez vu de manière assez simple comment est-ce qu'un programme arriverait à trouver si ici c'est un homme ou c'est une femme. On peut l'appliquer dans plein d'autres domaines. Il pourra dire, est-ce que cette personne a été infectée par le coronavirus, oui ou non?
sur la base des voisins, des données qu'on aura à notre disposition. On pourra dire, est-ce que cette personne, on va lui accorder un crédit ou pas? Pourquoi lui accorder un crédit? En fait, ça dépend s'il fait partie de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ont remboursé leur crédit, ou la catégorie B, ceux qui ont fait défaut dans le remboursement du crédit. Les banques utilisent ce genre de système pour vous accorder un crédit ou pas. Donc, il y a tout un ensemble d'applications derrière ce programme et ces concepts assez simples. Donc, on revient sur l'idée, le machine learning, ce sont des fonctions d'approximation. Autrement dit, ici, une distance. Donc, on approxime forcément, on est obligé de simplifier la réalité. Ici, c'est via une distance, on va essayer de trouver à quelle catégorie est-ce qu'on fait partie. Il y a beaucoup d'autres fonctions d'approximation statistique de machine learning qui permettent de faire des choses. La régression, par exemple, approxime et postule qu'il y a une relation linéaire entre deux variables. Et du coup, la fonction d'approximation sera une droite. Vu qu'il y a une relation linéaire, ça signifie par exemple que quand x augmente, y augmente aussi. Par exemple, dans la vie courante, quand la taille de l'appartement augmente, pour une ville donnée, le prix du loyer aussi augmente. Les deux sont liés, sont linéairement corrélés. Autrement dit, quand l'un augmente, l'autre aussi augmente. Donc ici, la fonction d'approximation sera une droite. Mais des fois, ça ne sera pas efficace la droite. Des fois, peut-être il faudra utiliser plutôt un polynôme, c'est-à-dire une courbe. Dans ce qu'on va utiliser, une fonction, un modèle de machine learning, de régression, si on veut trouver un nombre, qui est polynomial, qui va davantage tenir compte du fait que, en fait, le prix augmente, oui, quand on est dans une même ville, mais néanmoins, ça va dépendre peut-être de l'arrondissement. Donc, en fonction de l'arrondissement, il y aura des paliers, et ensuite, on va redescendre parce qu'un autre arrondissement n'aura pas forcément la même augmentation significative de son loyer. Alors, donc, ça, c'était pour un exemple de machine learning. Alors, la prédiction, j'ai pas bien compris ta question, Souad, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Je vais la reformuler. En fait, tout à l'heure, tu as dit, dans le cadre du machine learning, en fait, l'idée, c'est d'arriver à une prédiction. Mais une machine, ça fait pas de prédiction, ça part de faits. Et ensuite, ça fait une interprétation. Donc, c'est pour ça que je suis étonnée par le mot prédiction. C'était ça ma question, en fait. D'accord. Alors, très bonne question. En fait, en réalité, le mot prédiction, c'est un abus de langage. C'est le terme qui était consacré. Mais pour être très précis, s'il faut être puriste, on devrait dire prévision. Parce que je vous ai dit, ce sont des algorithmes statistiques qui se basent entre autres sur les probabilités, donc les statistiques à la fois descriptives et inférentielles, et qui approximent la réalité. De ce fait, on est plus dans le cadre de la prévision que de la prédiction, parce qu'il y a un taux d'erreur. Néanmoins, le taux d'erreur est mesurable empiriquement, ça veut dire qu'on peut le tester sur les données qu'on avait déjà, et ensuite, sur la base de ça, faire une prévision, souvent on nous dit prédiction, sur le réel, et ensuite, on ajuste. Et au fur et à mesure, en fait, le taux d'erreur par rapport au réel devient si petit, si infime, qu'on parle presque de prédiction. Et certains, typiquement algorithmes de machine learning, de deep learning d'ailleurs, sont devenus tellement précis, tellement puissants dans des domaines précis, ils ne sont pas polyvalents, mais ils sont devenus tellement précis que leur taux d'erreur est vraiment de l'ordre de 0,000001. C'est d'ailleurs pour ça que un algorithme de machine learning, par exemple, qui joue aux échecs, aujourd'hui, ou de deep learning, battra tous les champions du monde d'échecs. Et même, on a pu calculer que plus aucun humain ne serait capable de battre une machine à des jeux comme le jeu de Go ou l'échec ou d'autres jeux. Donc le niveau ensuite le score qu'atteignent ces modèles est tellement élevé qu'on utilise par abus de langage le terme prédiction. D'accord, merci. Du coup, quelques applications avant de passer à la pratique. Alors évidemment, reconnaissance d'image, c'est très utilisé, notamment dans le domaine de la santé. Certains programmes, algorithmes sont utilisés pour assister des médecins, des chirurgiens pour détecter une tumeur, un cancer, ce genre de choses. Avec des scores de prédiction très élevés
et même supérieur au chirurgien, à l'humain. Le text mining, ces genres de programmes sont utilisés pour faire de la traduction, que ce soit du text to speech, du coup on va parler, du coup il va traduire dans une autre langue, ou l'inverse, du speech to text. Ou alors, pour analyser le comportement d'une personne et du coup réagir en interaction lors d'un chat, par exemple, les fameux chatbots. Les systèmes de recommandation, qui sont une application très performante aussi du machine learning, du deep learning. En fait, les systèmes vont analyser votre profil et proposer les choses qui vont vous plaire. Et c'est grâce à ça notamment que Amazon a pu générer 30% du chiffre d'affaires grâce à des systèmes de recommandation. Pareil, Netflix, son succès repose sur son système de recommandation de films. Autrement dit, Netflix a analysé votre comportement et a pu dire quel film a le plus de chances de vous plaire. Quel film fait partie de la catégorie que vous allez aimer ou que vous allez détester. Et sur la base de ça, il vous recommande des films intéressants. On peut faire de la détection aussi, et évidemment, détection dans plein de domaines, détection de signaux faibles, détection de fraude, détection de clusters. Les clusters en rapport avec le coronavirus, on sait ce que c'est maintenant. Donc des groupes de foyers de propagation du virus. En fait, on peut détecter ce genre de choses en analysant des messages, en analysant la localisation, en analysant des déplacements des personnes, des millions de personnes. Et du coup, on arrive à modéliser l'évolution d'une maladie, l'impact qu'il va avoir. Le domaine de la santé, il y a énormément d'applications dans ce domaine, que ce soit pour l'aide à la fabrication de médicaments ou pour trouver le médicament le plus efficace pour une personne donnée. Parce que pour l'instant, la médecine est relativement généraliste, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments à une population entière. Mais en fait, l'avenir de la médecine, c'est une médecine qui est à la fois prédictive, mais également personnalisée. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de proposer le dosage précis qui sera le plus efficace pour vous. Et ça, en fait, le machine learning est un atout énorme pour faire ça. Il y a énormément d'applications au machine learning et au deep learning dans tous les domaines. Aucun domaine ne sera pas impacté. Enfin, tous les domaines seront impactés par le machine et le deep learning. Et en réalité, le sont déjà. Donc, développer, acquérir des compétences en machine et deep learning, en fait, c'est prendre en main l'outil qui changera le plus le monde dans le siècle 2021, en tout cas. Ça, c'est une certitude, dans le XXIe siècle. Du coup, on va passer à la pratique. Je vous laisse quelques minutes pour me poser des questions, si vous en aviez d'autres. Et ensuite, on va pratiquer. Alors, donc on est sûr des statistiques de probabilité avec toutes les marges d'erreur qui vont avec. Est-ce bien cela? Alors, oui, on est sûr des statistiques et des probabilités. Non seulement parce qu'on a pu tester dans le réel et on a vu que ça marche, mais aussi parce qu'en fait, on a des métriques, des scores qui permettent d'évaluer l'efficacité d'un modèle. Et cette évaluation de l'efficacité d'un modèle est extrêmement importante parce qu'elle permet du coup de faire confiance à nos modèles et à nos prédictions avant qu'il y ait peut-être des accidents, ce genre de choses. Je vous donne un exemple, les voitures autonomes. Les concessionnaires espèrent que la voiture n'aura pas tendance à confondre un humain et un poteau ou une autre voiture. Ça risquerait de faire des ordres. En fait, là, les voitures autonomes sont déjà en train de s'entraîner, déjà en train de rouler. C'est déjà le cas en France. Mais avant même de faire ça, on avait pu évaluer le taux d'erreur de ces machines. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu obtenir des autorisations pour pouvoir les laisser rouler dans les villes. Alors, une fois qu'on choisit l'algo, question de Stéphanie. Alors, une fois qu'on choisit l'algo, c'est ce qu'on va faire. On va le faire
en direct. Comme ça, vous allez voir concrètement ce qui se passe. Alors, quels sont les langages de programmation que vous considérez d'apprendre et maîtriser pour faire de l'IA? Il y a essentiellement deux langages, enfin trois langages. Donc, il y a Python, R et Java. Dans l'ordre, s'il y a un seul langage à apprendre, c'est Python. Parce que c'est le langage le plus utilisé dans l'IA, qui est très, très, très loin devant tout le reste. Et parce qu'il est polyvalent et clairement a une communauté qui est très investie derrière et il ne sera pas détrôné de sitôt. Devrait-on nécessairement coder par nous-mêmes pour une utilisation précise? Alors, il y a ce qu'on appelle de l'AutoML. L'AutoML, en fait, ce sont différents programmes. Je vais vous montrer. AutoML, Automated Machine Learning. Donc, en fait, ce sont des programmes qui automatisent les tâches qu'un data scientist, par exemple, aurait à faire. En faisant la prédiction, en faisant des choix de modèles, en faisant même de la vérification de score. Donc, c'est assez impressionnant. Néanmoins, une présence humaine est toujours utile, surtout dans le domaine comme l'IA. Excuse-moi, Patrick, tu as dit qu'il y avait trois langages pour l'IA. Il y avait Python. Python, R et Java. Ok, merci. Ouais. Alors, on va passer à la pratique pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous propose d'aller sur ce site Google Colab. Je vous donnerai le code que je vais écrire en commentaire. Donc, je le mettrai ici dans le chat. Donc, comme ça, vous pourrez copier-coller directement ce que je fais. Alors, je vous repartage. Alors, je vous repartage l'écran. Une fois sur Google Colab, on va juste cliquer sur le premier lien. Du coup, une fois que vous êtes dessus, vous arrivez normalement ici. Et là, vous allez cliquer sur New Notebook. En dessous ici. Donc, je clique sur une notebook. Et ça va vous ouvrir ce qu'on appelle un Jupyter Notebook. Et Jupyter Notebook, voilà, il est en train de charger. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, une cellule dans laquelle on va pouvoir écrire du code en Python. Ce Jupyter Notebook sera enregistré dans le Drive. C'est un fichier qui a comme extension IPYNB pour iPython Notebook. Donc, je vais juste le renommer pour mettre IA ici. Je laisse l'extension. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste pour avoir un nom un peu plus parlant. Donc, IA, iPython Notebook. Une fois qu'on a ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord importer différentes choses. Les choses qu'on va utiliser pour faire du machine learning. On les appelle des bibliothèques. Donc, je vais directement copier-coller les bibliothèques que je vais utiliser. Alors, je vais d'abord importer une bibliothèque qui s'appelle Pandas, une deuxième qui s'appelle Matplotlib. Je vais importer d'autres. Je vais importer aussi scikit-learn. Et voilà, du coup, je vous envoie ça dans le chat.
Alors, une fois qu'on a fait ça, on va créer d'autres cellules. Alors, d'autres cellules code, il faut juste appuyer sur le plus code ici. Donc, vous appuyez plusieurs fois. C'est d'autres cellules code qu'on va utiliser. Donc ici, on va lancer notre cellule, on va l'exécuter. Pour vérifier qu'il a bien importé les différentes bibliothèques dont on va avoir besoin. Pendant qu'il importe, on va du coup importer un dataset. Un dataset, c'est ce qu'on appelle un jeu de données. Je le donne ici. C'est le dataset, pour ceux qui connaissent, du Titanic. Alors, je le lance. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en fait, on a lu un fichier grâce à ce code. Un fichier qui se trouve à cette adresse, à cette URL. On l'a mis dans une variable. Et ensuite, on l'a affiché. Et en fait, il contient différentes informations sur les passagers du Titanic. L'AID du passager, est-ce qu'il a survécu? Non, oui. Dans quelle classe il était? Son nom, son sexe, son âge, etc. Différentes informations intéressantes. Nous, ce qu'on va faire, donc notre objectif, si je reviens ici, on va essayer de prédire on va essayer de prédire combien de personnes seraient mortes dans le Titanic et combien de personnes auraient survécu en fonction de différentes informations. Donc, je reviens ici. On a donc les infos sur le Titanic. Voilà, exactement, Laurent, un très grand classique. On va essayer de prédire, du coup, si la personne allait survivre ou pas. Juste avant de faire ça, on va d'abord faire quelque chose qui est très important si on veut faire les choses proprement en IA. On va séparer nos données en deux choses. En ce qu'on appelle un jeu d'entraînement et en ce qu'on appelle un jeu de test. Alors pour séparer ça en jeu d'entraînement et en jeu de test, il va falloir faire ça. Je vais rajouter ici un import from scikit-learn, modèle, import, train et test split. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir écrire le code qui permet de séparer les valeurs. Je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, ici, je vais devoir prendre une variable y. Ici, ça sera la variable que je vise. Moi, ce que je vise, c'est est-ce que je survis, oui ou non. Donc ici, c'est la colonne survive. Ça sera mon x. Je vais vous envoyer le code après. Hein. Je vais l'écrire d'abord, ensuite je vais vous l'envoyer. Donc mon y, pardon, serait égal à ça. Et mon x sera égal à différentes variables qui, pour moi, expliquent le fait que j'ai survécu ou pas. Alors, qu'est-ce qui explique, d'après vous, le fait de survivre ou pas? Différentes choses. Par exemple, je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que on va survivre ou pas en fonction de notre sexe. Autre chose, je pense qu'on va survivre ou pas en fonction de notre âge. Autre cas de figure, on aurait survécu ou pas en fonction de notre embarcation. Donc je vais prendre ces trois valeurs et je vais récupérer du coup les valeurs dans Y. Et après ici,
je vais du coup séparer mes données en un jeu de test, un X-test, un Y-test, enfin Y-train, Y-train, X-test, Y-test. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce truc? Je vous ai dit que Y ici correspond à la colonne survivre. Et X correspond à 3 colonnes, la colonne sexe, âge, embarqué. Autrement dit, des colonnes qui pour moi expliquent le fait de survivre ou pas. Maintenant ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé d'un côté un ensemble de lignes correspondant à ces colonnes et je l'ai mis d'un côté des lignes pour le test, pour vérifier si mon modèle a vraiment réussi à prédire les choses ou pas, et de l'autre côté, pour entraîner mon modèle, pour qu'il arrive à se paramétrer sur les données qu'il a. Donc maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai des données X d'entraînement et Y et des données X et Y de test, je peux lancer mon modèle. Pour lancer un modèle en machine learning, c'est super simple, en tout cas avec scikit-learn. Avec d'autres outils comme TensorFlow, c'est un peu plus touchy. On va juste, on dit initialiser un objet régression logistique. En fait, là, on est en train de faire appel au modèle. On lui dit, modèle de régression logistique, en gros, je vais t'utiliser. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu t'entraînes sur X, X-train et Y-train. Autrement dit, je veux que tu te paramètres, que tu t'ajustes pour essayer de trouver si sur la base de X, tu arrives à expliquer le Y. Donc du coup, je le lance, il tourne, il est en train de s'entraîner, et là, il me renvoie un message d'erreur. En effet, il y avait un élément que j'avais oublié. Ici, en fait, j'ai pris des variables qui sont qualitatives et j'aurais dû faire un traitement au préalable, en fait, pour pouvoir les utiliser. Il y a plusieurs traitements que je peux faire pour faire ça. Là, je parle pour les élèves data en particulier. Il faut que je peux les transformer en variables de mise. En fait, c'est des variables catégorielles, mais qui n'ont pas le poids numérique d'une variable numérique classique. Autrement dit, mâle ici correspondra par exemple à 1 et femelle correspondra à 0. Sauf que si je fais juste un mapping comme ça, de mâle 1, femelle 0, le problème qui va se passer, c'est que dans le modèle, exactement un peu comme true false, sauf que dans le modèle, ces nombres 1 et 0 vont avoir un poids numérique. Alors qu'en réalité, ils n'en ont pas. Ce sont juste des catégories. Et pour éviter ça, pour lui faire comprendre qu'en fait, j'ai affaire non pas à des nombres, mais à des catégories qui ici sont conceptualisées par des nombres, je vais les transformer en variables de mise qui, du coup, permettent de garder la notion de nombre tout en excluant le poids associé à ce nombre. Parce que typiquement, il va penser que 1 sera plus grand que 0. Et du coup, il va se tromper dans son traitement. Donc, du coup, pour simplifier, voilà, exactement, Jérémy, pour simplifier ici, et au bout du temps, je vais enlever la colonne sexe, je vais revenir directement dessus. Je refais un train ici et je relance. Alors là, par contre, il va juste me dire qu'il y a une valeur C à l'intérieur. Donc, il y avait des erreurs dans mon data frame. Forcément, sinon ça serait trop simple. Alors, typiquement, ça, c'est le travail du data analyst, data scientist. Il va se retrouver avec différentes erreurs, en fait, qui sont le fait de data. Alors, tiens, je vais prendre ça. C'est la même chose. De data à nettoyer. Alors là, il me dit que too large.
Voilà, ici j'ai fait 80%. Alors, je suis juste en train d'essayer de nettoyer les données pour qu'elles fonctionnent correctement. Si je mettais voilà quand on veut faire un truc original. Alors, ok. Bah, du coup, ça a fonctionné. J'ai juste un petit truc à ajouter pour que ça marche. Ouais, j'ai fait une erreur de débutant. Alors, il me dit que décidément, j'ai pas des données clean. Du coup, je prends des données qui sont clean. Comme ça, au moins, j'aurai pas cette problématique à gérer. Alors, je sais pas. Alors, je débug juste le programme et ensuite on passe à la suite. Sinon, je vais devoir faire un truc plus simple encore. C'est bon, ça a fonctionné. Alors, désolé pour le petit temps de bug. J'ai pris d'autres colonnes explicatives, c'est-à-dire de X. J'ai pris la classe et ici le P-arch. J'ai oublié du coup, je bug sur les informations que ces deux données représentent, mais je l'avais déjà testé. Donc ici, c'est la classe dans laquelle la personne était. Et ensuite, le nombre de parents à bord. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Et ensuite, toujours la colonne Y cible. Est-ce qu'ils ont survécu ou pas? Du coup, j'ai entraîné mon modèle sur le X train, c'est-à-dire une partie des données X, et pareil sur le Y train, c'est-à-dire une partie des survivants. Donc, il y a une partie que j'ai cachée, ce sur quoi je vais tester. Ben, maintenant que j'ai ça, je vais demander à mon modèle à quel point tu réussis à prédire le fait qu'une personne a survécu ou pas. Donc, c'est ça qui m'intéresse en fait, hein, c'est de savoir si la personne a survécu ou pas dans le Titanic, et surtout à quel point ces prédictions étaient proches de la réalité. Donc, je vais le faire ici. Donc, quand je parlais de vérification de prédiction de modèle, c'était ça. Je lance et il me dit 0,69%. Donc, mon modèle est correct à 69% sur les données d'entraînement. Donc, il arrive à prédire sur 100 passages du Titanic, il a réussi à prédire 69 fois la bonne réponse, c'est-à-dire soit il a survécu, soit il est mort. Mais il s'est trompé environ 31 fois. Ça, c'est sur les données d'entraînement. Maintenant, ensuite, évidemment, l'étape d'après, c'est de faire une validation avec les données de test. Donc, on va réutiliser ici avec Score, notre modèle qui s'est entraîné. Il s'appelle RegLog, pour régression logistique, je l'ai appelé comme ça. Et je vais lui demander de scorer sur cette fois-ci les données
test. Et on va voir 68%. Mon modèle qui est plutôt robuste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'on appelle de l'overfitting, c'est-à-dire qu'il ne se calibre pas trop sur les données d'entraînement. Il arrive à se généraliser correctement ces données qu'il n'avait pas vues, parce que X test et Y test, il ne les connaissait pas. Il s'est entraîné sur X train et Y train. Donc avec un modèle avec 68% de bonnes réponses, en fonction de l'usage qu'on va en faire, on pourrait estimer que c'est correct, mais des fois on va devoir augmenter le taux de prédiction pour des domaines un peu plus touchy, comme peut-être la santé, les voitures autonomes par exemple. 68% de taux de réussite pour différencier un homme d'un arbre, c'est pas assez. Donc voilà, on va devoir faire en sorte d'améliorer le modèle pour qu'il soit plus robuste. Donc je récapitule ce qu'on a fait ici. On a importé les différentes bibliothèques, outils qu'on va utiliser. On a importé les données d'entraînement. On les a divisées en deux catégories. Un Y qui va être la valeur qu'on essaie de prédire et un X qui sera les valeurs explicatives, celles qui permettent d'arriver à la prédiction Y. On les a séparés en deux groupes. Un groupe qui va être un jeu de données d'entraînement et un groupe qui va être un jeu de données de test, de vérification de la robustesse de notre modèle. Ensuite, on a importé le modèle. Ici, régression logistique. Pourquoi régression logistique? Tout simplement parce qu'elle fait partie des algorithmes de classification. Et vu que j'essaie de trouver une catégorie, c'est-à-dire est-ce que la personne va survivre ou mourir, du coup, régression logistique est un bon choix. J'aurais pu choisir un des autres modèles, évidemment. Ensuite, je fais un fit. Je dis à mon modèle, entraîne-toi, autrement dit, paramètre-toi sur les valeurs explicatives et les valeurs à expliquer. Donc, essaie de trouver un paramétrage. Ici, en l'occurrence, ça sera un polynôme, c'est-à-dire une courbe, en fait, qui va réussir à discriminer et à expliquer la mort des personnes ou pas en fonction des différentes valeurs que j'ai données. Une fois qu'il s'est entraîné, il me sort un résultat que je vais vérifier en le scorant. Il me dit que j'arrive à avoir 69% de bonnes réponses sur les données d'entraînement. Et les données d'entraînement, c'est intéressant d'avoir un score élevé, mais ce qui est plus intéressant, ce sont les données de test. Parce que les données d'entraînement, il s'est justement entraîné dessus. Donc, il s'est paramétré sur ces données. Donc, le fait d'avoir un bon score n'est pas forcément parlant. Ce qui va nous intéresser, c'est les données de test qu'il ne connaissait pas. Et ce qu'on veut voir, si on peut généraliser ce modèle à des données qu'il n'a jamais rencontrées. On se rend compte qu'ici, c'est plutôt le cas, parce que 68% de bonnes réponses, alors qu'on a 69 en entraînement, on est très proche. Autrement dit, il n'a pas fait du surapprentissage. Il ne s'est pas trop calibré sur l'entraînement. Il arrive quand même à se généraliser sur le test. Donc voilà, en résumé, le processus de machine learning pour faire de la prédiction. Je réponds à quelques questions. Je ne suis pas expert dans le thème, mais qu'est-ce que c'est que les bibliothèques? Alors, en très peu de mots, quand on programme, on a besoin d'outils. Typiquement, ici, on veut afficher des données qui sont à la base au format CSV. On veut les afficher sous forme de tableau. Et vu qu'un informaticien, ce sont en général des fainéants, dans le sens où ils ne veulent pas recréer la roue à chaque fois, il y a des informaticiens qui ont créé une boîte à outils, elle s'appelle Pandas, qui permet d'afficher sous forme de tableau des données qui, à la base, étaient sous forme de CSV. Donc, on a juste fait appel à la bibliothèque, Pandas, et ensuite, on a appelé un de ces outils, on les appelle des méthodes, qui permettent de lire, read, un CSV. Et voilà le résultat.
Y a-t-il un grand écart entre les statistiques, l'analyse multidimensionnelle de données, etc., les machine learning? Alors, j'ai pas bien compris la question. Alors, un écart entre les statistiques, l'analyse multidimensionnelle de données, etc. Alors, il y aura toujours un écart. Enfin, je pense que ce que tu veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a un écart entre le réel et les stats? La réponse est oui, parce que forcément, les statistiques sont une simplification de la réalité. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu typiquement sur le fait de survivre ou pas dans le Titanic. Par exemple, si vous avez réussi à amadouer, je ne sais pas, un des, euh, voilà, un des agents sur le bateau, ou alors si cet agent était votre meilleur ami, bah, peut-être qu'il va faire en sorte de vous faire rentrer sur un c'était des bateaux de sauvetage, je perds mes mots en français, parce qu'il vous connaissait. Et ce facteur ne se retrouvera pas dans le tableau. Étiez-vous ami ou pas? Ou à quel degré étiez-vous ami? Donc, ce genre de choses ne sera pas pris en compte dans des tableaux de données. Mais dans la réalité, ça compte. Donc, forcément, les statistiques seront une approximation de la réalité du fait de ça. Tout ce qu'on va réussir à faire, c'est d'arriver à trouver les valeurs explicatives, c'est-à-dire les X les plus cohérents, les plus logiques, les plus corrélés avec la valeur à expliquer, le Y. Il y a plein de grains, plein de petits bruits, on va dire, qui permettraient de donner une explication, qui permettraient d'affiner l'explication, mais qui sont tellement peu impactants qu'on va les écarter. Donc le data scientist et le data analyst qui font du machine learning, leur travail consiste tout simplement en fait à faire un bon choix de modèle, à bien entraîner notre modèle et à faire en sorte d'obtenir le score le plus élevé, non seulement pendant l'entraînement, mais aussi pendant le test. Je crois que c'est à peu près tout pour les questions. Je vais revenir au partage d'écran. Alors, j'ai vu que dans le public, il y avait quelques élèves data actuels. Donc, j'ai pas pu rentrer dans les arcanes et d'être hyper détaillé dans les fonctions mathématiques qu'il y a derrière. Mais clairement, ça sera quelque chose à creuser. Sachez que derrière le machine learning et le deep learning, il y a des maths, il y a des concepts qui ne sont pas indispensables pour pouvoir coder, pour pouvoir produire un résultat. On vient de le faire à l'instant, mais qui sont utiles pour mieux comprendre les modèles, mieux les paramétrer, mieux comprendre les failles de certains modèles. Typiquement, j'ai utilisé avec vous la régression polynomiale et je vous ai parlé de overfitting et underfitting. Alors, juste pour revenir dessus, l'overfitting, c'est quand notre modèle, notre algorithme, c'est trop calibré sur les données d'entraînement. Et l'underfitting, c'est le contraire, justement. Donc, il ne s'est pas assez calibré sur les données d'entraînement. Et en fait, la régression polynomiale a une tendance à overfitter. Elle a tendance à trop se calibrer sur les données d'entraînement. Ici, on a réussi à obtenir un score plutôt cohérent entre l'entraînement et le test. Mais honnêtement, c'est un coup de chance. Il peut avoir cette tendance. Donc, il y a différentes choses à utiliser. Typiquement, il y a le facteur du polynôme qu'on peut utiliser pour réduire cet overfitting. Tout un ensemble de choses. Différents algorithmes aussi ont des avantages. Par exemple, les arbres de décision sont très performants même avec très peu de données. Pour comprendre vraiment pourquoi, en fait, il faut un peu se plonger dans les maths qu'il y a derrière. C'est pas indispensable, mais c'est un avantage. Alors, une dernière question, est-ce que Scikit-learn est utilisé dans des conditions hors apprentissage, donc chez les clients ou est-ce que sont privilégiés? Oui, Scikit-learn est très utilisé en entreprise. S'il y a une seule bibliothèque de machine learning que vous devez apprendre, c'est Scikit-learn. Et là, de très loin. Ensuite, TensorFlow ou d'autres outils. XGBoost, c'est davantage des algos, une famille d'algorithmes.
ça dépend de la problématique. TensorFlow, c'est pour faire du deep learning. Plutôt que juste apprendre TensorFlow, c'est assez ardu pour des novices, moi, je vous conseillerais plutôt Keras. Keras, en fait, qui est une simplification de TensorFlow pour faire du deep learning. Donc, si vous avez du scikit-learn et du Keras, c'est un excellent combo pour faire du machine learning, du deep learning dans le monde professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est ça, Keras, c'est une couche, c'est une surcouche de TensorFlow. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y en a qui ont envie de continuer, on refait un autre workshop donc à 17 h, autour de Python en particulier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Eventbrite et à bientôt en tout cas. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci pour votre attention. Merci à vous.